nous mangeons. On se retrouve sur CNews pour Punchline, première partie. On va parler du gouvernement qui se défend d'avoir été défaillant dans la gestion de l'après-Irma, d'Emmanuel Macron qui persiste et signe et qui désigne les feignants adversaires de sa réforme, et puis la mobilisation contre la réforme du Code du travail. On est ce soir avec Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Conseillère de Paris et oratrice de la France Insoumise. On est avec Jean-Sébastien Ferjou, fondateur, directeur d'Atlantico, bonsoir. Bonsoir Laurence. Et avec Jean-Luc Manot, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste en communication politique. Alors la France a-t-elle manqué de réactivité face à la crise sanitaire à Saint-Martin, post-ouragan Irma, alors que le président Macron sera sur place mardi matin avec les ministres de l'Éducation et de la Santé. Édouard Philippe a répliqué ce matin à ceux qui vraiment disent que le gouvernement ne s'est pas montré à la hauteur. Écoutez-le. Il peut arriver que certains, alléchés par les souffrances, se complaisent dans des polémiques politiciennes. C'est une polémique politicienne, Danielle Simonet, de dire que l'État n'a pas réagi, en tout cas de l'accuser de ne pas avoir réagi en temps et en heure. Non, pas du tout, c'est un vrai sujet. Il n'était pas possible d'anticiper et de prévoir les réserves d'eau nécessaires. Il n'était pas possible d'anticiper et prévoir les possibles problèmes d'électricité et anticiper qu'il y ait un dispositif alternatif. Est-ce qu'il n'était pas possible de prévoir qu'il y avait besoin de garantir les conditions de sécurité et d'envoyer avant le drame des renforts sur la sécurité? Est-ce qu'il n'était pas possible de prévoir sur les questions de santé publique? Vous savez, ça fait quand même des décennies que les populations alertent sur les inégalités, le fait qu'il n'y a pas assez de services publics. Et on a ces dirigeants qui étaient quand même dans l'autosatisfaction avant, pendant, après, alors qu'hélas, non, la situation n'était pas à la hauteur. Jean-Luc Manot, quand le Premier ministre dit ça, il dit « ce sont mes adversaires politiques qui montent cette polémique pour s'en servir contre moi », c'est ça ? Oui, c'est ce qu'il dit, c'est ce que disent tous les gouvernements sous la critique, et ce que fait l'opposition, c'est ce que fait à peu près ce que font toutes les oppositions en toutes circonstances sur ce genre d'événement. Moi, je me méfie toujours des gens qui nous disent avec beaucoup d'assurance, alors que c'est pas leur métier ou leur centre d'activité, voilà exactement ce qu'il aurait fallu faire avant, instruit par on ne sait quelle expertise du présent. Deuxièmement, il est légitime que la représentation populaire, que les députés, que l'opposition demandent des comptes. L'État doit rendre des comptes en toutes circonstances. Et je constate là-dessus qu'il y a deux attitudes. La première, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, que j'ai trouvé assez modérée et assez juste dans sa demande d'éclaircissement, qui n'était pas une forme d'accusation, qui était en gros, sur des événements comme ça, c'est normal que la population sache. C'est pas tout à fait la même attitude que la droite, où on a vu, par exemple, Éric Ciotti dire que lui, il savait que l'État était défaillant, qu'il savait que c'était pas comme ça et qu'il savait comment on aurait dû faire. Il avait même vu un truc formidable, puisqu'il a vu Irma arrivé sur le Texas 2 jours plus tôt, et donc il a sans doute des dons particuliers, peut-être pas en géographie, mais en tout cas en météorologie. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion exactement. Jean-Sébastien Ferjou. Je fais allusion au fait qu'il a dit dans une émission que c'était prévisible, puisque Irma avait déjà traversé le Texas, confondant Irma et Harvey. C'est ça, c'était pas exactement les mêmes ouragans dont il parlait. Polémique politicienne, encore une fois, les mots sont les mots les plus simples et les plus évidents dans cette période-là. Jean-Sébastien Ferjou. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je trouve que le fait qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire et que le gouvernement l'accepte, c'est très bien, parce que effectivement, il faut, et c'est le rôle d'un parlement, on l'oublie bien souvent, contrôler l'exécutif. Maintenant, oui, je pense qu'il y a eu des propos assez excessifs. Il y a eu aussi probablement beaucoup de rumeurs, et en l'état, on ne sait pas exactement. Attendons quand même, avant d'avoir une opinion définitive sur le sujet, de savoir vraiment ce qui s'est passé, sur l'ampleur des pillages, sur l'ampleur de la catastrophe. Ça, il n'y a pas beaucoup de doutes, malheureusement, mais sur ce qui a suivi dans les heures ensuite, attendons un peu. Après, je pense quand même qu'il y a derrière ça une autre question, et on le voit là avec ce qui est en train de se passer en Floride. On sait que la ville de Tampa, par exemple, la ville de Tampa, elle est depuis longtemps désignée, enfin pas seulement désignée, elle a été analysée comme étant la ville la plus vulnérable des États-Unis. Je pense qu'on ne prend pas suffisamment en compte les changements. Alors après, peu importe que ce soit du réchauffement climatique ou pas, à la limite, quand vous savez qu'une tempête de catégorie 5 doit passer sur une île, pour le coup, le résultat était prévisible. Ce qui est beaucoup moins prévisible, c'est la trajectoire, parce que ça, quoi qu'en pensent les uns ou les autres, à quelques heures près, on n'est jamais très sûr. D'ailleurs, la preuve, on a redouté que José passe sur Saint-Martin, ça n'a pas été le cas. On revient à la polémique. Escalade verbale, écoutez ce que disait Benjamin Griveaux, en réponse évidemment aux critiques formulées contre le gouvernement. Je suis content que dans ce pays, on puisse encore être généreux et solidaire. Et je laisse ceux qui sont confrontés à leur passion triste, et manifestement cet auditeur et certains de vos auditeurs le sont, eh bien à leur passion triste. Je leur laisse à leur névrose. J'imagine qu'ils seront dans la rue avec Jean-Luc Mélenchon le 23.
Alors vous êtes névrosée, Danielle Simonet, vous avez des passions tristes, comme le dit Benjamin Griveaux. Je suis névrosée. Ça sera pour après, feignante. Alors, il est possible qu'on soit très nombreux, avec tous ces défauts. Non, écoutez, c'est vraiment quand on a absolument plus d'arguments, eh bien on insulte. Voilà, c'est lamentable. Mais revenons quand même au sujet. Vous avez quand même de la part de ce gouvernement, il y a eu un discours avant, pendant et après d'autosatisfaction. Toutes les choses sont sous contrôle en fait. De la part de dirigeants politiques qui défendent sans cesse le fait qu'il faut moins d'intervention publique, moins de services publics, moins de fonctionnaires, il faut plus d'austérité, privatiser. Or, qu'est-ce que ça révèle ces événements ? Ça révèle que d'abord la population socialement n'a pas subi la même chose. On a vu que les très riches, leurs bâtiments ont été quand même un peu plus protégés que les autres, que les assurances ont beaucoup plus ont permis aux plus riches d'avoir accès aux avions immédiatement. Donc ça a révélé les inégalités de manière sordide, quand même, il faut se le dire. Et il faut rappeler les difficultés en termes de services publics. Vous avez une centaine de personnes, par exemple, qui ont dû être rapatriées d'urgence à l'hôpital au CHU de Pointe-à-Pitre. Or, le CHU de Pointe-à-Pitre a l'air depuis une décennie au moins qu'il est en sous-effectif, qu'il a un véritable problème de moyens. Aujourd'hui, il va y avoir un doublement des personnes qui vont être rapatriées. Il va falloir regarder en face les conséquences quand on démantèle les services publics, quand on casse l'ensemble des politiques publiques. Alors, okay. On abandonne les populations. Je n'ai pas d'informations sur les assurances qui auraient privilégié les clients riches et les clients pauvres. Ça, je n'ai pas vos informations. On essaiera de vérifier. Qui a le sentiment. Alors, c'est un sentiment. En général. De manière générale, il est plus facile de faire face à une catastrophe quand on a des ressources. Oui, c'est clair. Oui, c'est révélateur. Mais donc, ça prouve bien que si on veut garantir une conception républicaine de l'égalité et qu'on souhaite qu'il n'y ait aucun territoire délaissé, il faut mettre les moyens publics. Or, la situation, elle révèle que pendant des décennies, les moyens publics n'étaient pas mis sur ces territoires-là et qu'il y a eu en plus, manifestement, une difficulté d'anticipation, une absence d'anticipation à la hauteur des besoins. Alors, Jean-Luc Manot. Oui, je n'irai pas jusque-là. Là où je suis d'accord, c'est qu'évidemment, ce sont toujours les populations les plus faibles qui payent en premier, et le prix fort. Et puis, le deuxième élément qui paraît là aussi évident, c'est que la réponse est une réponse à tous ceux qui appellent, qui prient tous les jours pour la dégénérescence totale de l'État. L'État, ça sert à quelque chose. Là, c'est utile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans l'État. Il n'y a que l'État qui peut faire ça. Donc, c'est utile, ça ne sert pas à tout l'État. Parfois c'est omniprésent et trop présent de mon point de vue. Mais en tout cas, ceux qui disent qu'il n'en faut plus du tout, ils ont tort, la preuve, ce qui se passe là. Qui en France dit qu'il ne faut plus du tout d'État Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas grand mot, il y en a qu'en rêve et qu'ose plus dire. Alors, Jean-Sébastien Ferjou, concrètement, sur la communication du gouvernement qui est très en défensive depuis l'ouragan Irma, qui multiplie les annonces, création d'un délégué interministériel, ouverture d'un grand centre de santé, tout ça se fait sur la défensive. Oui, tout ça se fait sous la défensive. En même temps, ils l'ont un peu mieux géré que d'autres crises qui étaient beaucoup moins graves cet été, mais quand même qui avaient perturbé la vie de centaines de milliers de Français, avec notamment la grande panne de la SNCF, où là, le gouvernement avait été très absent. Là, on voit qu'ils ont quand même mis des ministres pour prendre la parole. Après, la parole ne peut pas tenir lieu d'action en tout et pour tout, encore moins pour des gens qui viennent d'être traumatisés. Maintenant, sur le point que vous soulignez, la manière de s'exprimer, parce que c'est aussi de ça dont on est en train de parler. C'est de parler de Benjamin Griveaux et des névrosés, effectivement, je dois dire que ça me laisse assez perplexe. Je ne comprends pas l'intérêt qu'il y a à s'adresser aux Français de cette manière-là, quand bien même on peut être d'accord avec les objectifs défendus par Benjamin Griveaux. Je ne vois pas comment il peut espérer convaincre qui que ce soit en apostrophant les gens comme ça. Si je vous aborde dans la rue en disant « pauvre conne, tu es consciente que ce que tu penses... » Enfin, Jean-Sébastien... Oui, c'est de cet ordre. C'est quand même un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'indépendamment du fond, il y a quand même cette manière... Je pense que ça trahit quand même une vision qui est très liée à la sociologie de ce gouvernement. Et encore, ça ne vous dit rien de ce que je peux penser du fond de ce qu'ils font par ailleurs. Mais ça trahit une certaine sociologie de gens qui pensent qu'ils savent mieux que les autres et que les autres, effectivement, sont un peu... Jean-Luc Manot. Ça me paraît très maladroit en l'état actuel des choses. Et vu le rapport de force politique qui se laisse aller à parler comme ça. Sur les deux sujets, le premier sur l'ouragan, faisons les enquêtes, regardons avant de juger. Pardon, j'entendais des gens dire avec beaucoup d'assurance, on aurait dû prépositionner des gens sur place. Il y a beaucoup d'ONG qui disent non. Quand il y a 300 km à l'heure de vent prévu, on prépositionne
positionne pas sur place. Justement, on se planque un peu pour pouvoir intervenir après. C'est pas évident quand tout s'écroule, y compris la préfecture, que c'est là qu'il faut prépositionner. Par exemple, peut-être qu'on nous dira le contraire après, mais en tout cas, il faut regarder avec des gens dont c'est le métier. La deuxième chose, c'est que moi non plus, je ne comprends pas pourquoi un certain nombre de gens d'En Marche parlent comme ça. Je ne comprends pas pourquoi, et je vais dire un truc, je ne veux pas comparer, parce que c'est évidemment pas comparable, mais enfin, l'histoire nous a enseigné que quand on considère que son opposition, c'est une pathologie, ça conduit jamais à des choses très très positives. L'opposition qui est une pathologie, Daniel Simonet, effectivement, c'est un problème. Oui, alors... Ça va bien ? En fait, il leur faudrait d'autres ordonnances. Je pense à ces dirigeants. Oui, ils ont pourtant quelques ordonnances. Voilà, je pense que c'est peut-être eux qui ont... Vous voyez que c'est utile parfois. Vous voyez que c'est utile parfois. Des vraies ordonnances médicales. Bon. Non, mais écoutez, c'est très révélateur, en fait, d'un mépris du débat démocratique, d'un mépris du peuple, et voilà, d'un pouvoir qui est complètement déconnecté de la réalité, et qui est en plus dans l'autosuffisance absolue, parce que c'est ça que ça révèle. Et dans l'autosuffisance et dans le mépris du débat, voilà, parce que non, quand M. Macron, par exemple, vous avez parlé des feignants. Alors, non, mais quand Parce qu'on en parle juste à après. chaque fois qu'il est à l'étranger, il insulte les citoyens. Mais enfin, on va revenir tout à l'heure. Absolument. Dans un instant, on parlera évidemment de cette phrase d'Emmanuel Macron en Grèce, prononcée en Grèce, sur les feignants, les cyniques, évidemment, qui contrebalanceraient sa réforme. Il persiste et il signe ce matin. On y revient dans un instant avec Daniel Simonet, Jean-Luc Manot et Jean-Sébastien Ferjou. Tout de suite, un petit bulletin météo et le 100 secondes d'actu avec Patrice Boisfer. On se retrouve dans Punchline avec Daniel Simonet de la France Insoumise, avec Jean-Luc Manot, spécialiste de communication politique, et Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. On va revenir sur cette phrase qui sera sans doute l'un des marqueurs du quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette harangue contre les feignants, les cyniques et les extrêmes. Le président persiste et signe. Rappelez-vous cette phrase, c'était vendredi en Grèce. Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Et ce matin, donc en déplacement, il dit « Mon discours était très clair. Je visais tous ceux et celles qui pensent qu'on ne doit pas bouger en Europe et en France. » Jean-Sébastien Ferjou, un mot sur ce mot qui divise, évidemment, et qui fait mal. Moi, je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il dit, mais réellement, littéralement, est-ce que la partie de la phrase qui compte pour Emmanuel Macron, ça n'est pas quand il dit « je serai d'une détermination absolue ». Je pense qu'Emmanuel Macron adore s'écouter parler, indépendamment du fait qu'il puisse être un homme politique qui a plus de talent que beaucoup d'autres dans sa génération, indépendamment du fait que ce gouvernement puisse être en train de faire des choses. Je pense qu'il y a un peu un problème de contrôle de sa parole, en quelque sorte, et ça me fait l'effet qu'il n'avait pas vraiment mesuré... Contrôle de sa parole, il a fait une campagne présidentielle. Il n'y a pas eu non plus, pendant les milliers d'interventions qu'il a fait pendant cette campagne présidentielle, de dérapage. Mais quand vous regardez bien, même face à Marine Le Pen, à un moment, pendant le débat, elle était incroyablement mauvaise, donc on avait fini par moins s'en rendre compte, mais il l'avait regardé un peu en faisant comme ça, ni. Et donc je pense effectivement que parfois... Ça m'a échappé. Qu'Emmanuel Macron, parce qu'il aime beaucoup qui il est, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas des raisons de se satisfaire de ce qu'il a réussi à faire, se laisse parfois un peu aller sur ce terrain-là sans trop s'en rendre compte. Daniel Simonet, c'est grave ce mot Bien sûr, c'est grave. Et puis il y a eu des précédents, quand il traitait les salariés de l'abattoir d'illettrés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la campagne. L'abattoir GAD, voilà. Exactement. Lorsqu'il avait aussi parlé de, chacun peut se payer un costard, il faut aller travailler. Il a eu quand même plusieurs sorties comme cela qui montrent d'abord un mépris du peuple. Un mépris du peuple. Et là, je pense que c'est aussi une stratégie pour diviser les citoyens entre eux. Parce que je pense que les citoyens ont bien conscience que derrière cette loi, derrière ces ordonnances, la volonté, c'est quoi ? C'est de casser le code du travail, de revenir sur un siècle d'acquis qui vont contribuer à favoriser le développement de la précarité à travers à la fois le CDI de projet et à la fois le fait que au niveau des branches et non plus de la loi vont pouvoir se négocier les CDD. On ne va pas refaire toutes les ordonnances, Daniel Simonet. Mais c'est pas la volonté du gouvernement. Vous pouvez considérer que c'est l'effet que ça induira, mais c'est pas sa volonté. Bien sûr que si. La volonté du gouvernement, c'est d'obéir aux injonctions de Bruxelles pour faire une grande réforme structurelle de casse du Code du travail et permettre aux patrons du CAC 40 de pouvoir s'en mettre
plein les poches. Mais sur la sémantique, sur l'utilisation de ce mot-là, pourquoi ce mot-là ? Il insulte le peuple pour essayer de diviser le peuple. Sauf qu'il fait une grave erreur, parce que je pense que cette insulte-là, elle renforce la détermination des citoyens et des citoyennes de dire, puisque c'est comme ça, vu le mépris de leur politique qui ne sert que leurs intérêts, eh bien oui, on va aller dans la rue le 12, on va aller dans la rue le 21, et le 23, la grande marche contre le coup d'État social, on sera très nombreux. Alors, Jean-Luc Mayneau, votre analyse là-dessus. Non, mais ce qui vient d'être dit est insultant aussi. L'idée qu'il y a un gouvernement de la France qui est aux ordres du patronat, du grand capital. Enfin, ça rappelle des discours là, très anciens. Et ça n'est pas exact. Et ça ne peut pas se résumer comme ça. On peut être d'accord ou pas d'accord avec les réformes qui sont engagées, mais sans doute pas les caractériser comme une allégeance absolue aux puissances de l'argent aussi simplement. Écoutez, regardez, la réforme fiscale qui est mise en place, vous allez m'expliquer par 40 exemples que c'est au service du grand capital, et je peux vous expliquer par 40 autres exemples que ce n'est pas le cas. Quand on casse l'ISF sur les pas les deux en même temps, et qu'en même temps, on prend 5 € d'APL des pauvres, excusez-moi, c'est vraiment un président des riches. Vous savez très bien que l'ISF n'est pas complètement supprimé, que c'est plus compliqué que ça. Non, mais pour les actionnaires, on revient à notre débat. Bien sûr, ça va être plus de 3 milliards dans le débat. Il n'empêche, moi je considère que même si ce gouvernement prend des réformes, vous l'avez compris, avec lesquelles moi je suis en grande partie d'accord, je trouve que la manière de parler des gens d'En Marche, du président en l'occurrence sur ce coup-là, est une erreur. C'est une erreur. Et s'il y a des conseillers en communication politique qui lui ont conseillé de dire aux Français que c'est des feignants ou de laisser croire qu'ils pensent que les Français sont des feignants, ils se trompent complètement. Parce que ça ne peut pas... D'abord parce que c'est pas vrai. Et pour qu'un argument marche, il y a un moment donné, il faut que c'est un fond de vérité. On peut leur dire qu'ils sont rétrogrades. On peut même leur dire à certains qu'ils sont réactionnaires. Mais sans doute pas que ce sont des fainéants. C'est pas un argument utile. Alors, est-ce que vous êtes... Souvenez-vous la phrase dans la gare. Parce que les fainéants, là, elle renvoie énormément à cette phrase dans la gare où vous aviez, comme dans Macron qui disait, dans une gare, vous avez ceux qui avancent et puis ensuite il y a les riens. Voilà, les riens. Et donc c'est le même mépris du peuple qui n'appartient pas à cette petite caste. Regardez ce que dit Benoît Hamon qui a réagi, qui dit un président de la République, ça ne dit pas cela. On n'est pas né avec Emmanuel Macron dans ce pays. Ça devient un peu pénible. Il est sympathique, jeune et surtout immature. C'est un bon... Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne suis pas concerté avec Benoît Hamon, je ne pense pas qu'on penserait la même chose sur le fond, encore une fois. Mais oui, je pense qu'il y a un problème de contrôle de la parole d'Emmanuel Macron. Ça me rappelle Hillary Clinton qui a commis une erreur gravissime pendant sa campagne quand elle avait qualifié les électeurs de Donald Trump de déplorables. Mais c'est devenu un mouvement politique, les déplorables, et effectivement, les gens se sont saisis de cette étiquette. Donc peut-être que d'autres se saisiront. Du coup, Jean-Luc Mélenchon a appelé les feignants à manifester dans la rue. De feignants, etc. Et il me semble que vous aurez des pancartes, c'est une espèce de stratégie politique qui est, toute proportion gardée bien sûr, mais regardez, les terroristes qui veulent, c'est à tout prix cliver, vous forcer à choisir un camp. Et c'est comme si Emmanuel Macron, justement, à supposer que ce soit réellement maîtrisé, était dans cette stratégie-là, vous forcer à être soit du côté de Jean-Luc Mélenchon, soit dans le soutien à ces réformes. Malheureusement, Emmanuel Macron, il n'a quand même été élu que par une minorité relative de Français, ça n'enlève rien à la légitimité de son élection. Ça va marquer le quinquennat. Les 600 000 voix qui vous manquaient, elles vous manquaient, ça n'enlève rien à la légitimité de son élection. Il devrait être un peu plus conscient quand même de son poids politique. Et ça montre qu'il n'a pas de majorité sociale dans le pays et donc il méprise la majorité. Daniel Sionnet, s'il vous plaît. Oui, ça peut marquer, bien sûr, parce que le problème, c'est que l'accumulation de ces remarques par les uns, par les autres, par les ministres, les sous-ministres, tout ce qu'on veut dans l'environnement du président, ce pouvoir, il encourt un risque majeur, c'est celui de l'arrogance. Or, il est souvent arrogant. Il parle de manière arrogante. Et ça, c'est un vrai défaut. Parce que, si je voulais faire une petite allusion, les Grecs sont inventés des dieux puissants. Mais ils ont aussi inventé la démocratie. Il faut respecter l'opposition. Jupiter devrait s'en souvenir. Et dans l'histoire, il n'y a pas d'autres présidents qui ont fait des erreurs de langage comme ça en début de parcours et qui peuvent rectifier le tir. Il peut rectifier le tir ou pas ? Prenez l'histoire des fainéants. C'est une formule de Sarkozy. Oui, 2000... Les rois fainéants, il accuse Chirac. Il est à Beauvau. D'accord, mais il utilise aussi ça. Il dit les rois fainéants, en faisant de tous ceux qui l'ont précédé. Tout ça a marqué. Est-ce que ça se corrige ? Oui, ça se corrige, mais il faut faire preuve d'humilité. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit la qualité première des dirigeants de ce pays, des dirigeants du pays en général. Oui, en 1986, un petit mot après on passe aux manifestations.
En 1986, quand il y avait eu le grand mouvement de la jeunesse contre la loi de Vaquet, le gouvernement à l'époque avait traité la jeunesse de sida mentale. Bon, ce mépris de la société mobilisée, du peuple qui s'oppose, eh bien oui, révèle d'abord la fébrilité et la faiblesse politique de ceux qui dirigent, et ça peut bien les amener à leur perte. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'on a un gouvernement qui finalement est très fragile derrière son autoritarisme, que ce soit le président Macron, que ce soit son équipe ministérielle et sa majorité parlementaire qui est très faible dans le niveau du débat parlementaire. Numériquement parlant, elle est très forte. Numériquement parlant, mais par contre, en termes de débat, extrêmement faible. Et ils n'ont pas de majorité sociale dans le pays pour faire leur politique néolibérale. Et le peuple peut créer les conditions dans sa mobilisation le 12, le 21 et le 23 de faire la démonstration aussi numérique que le rapport de force peut empêcher cette politique. Est-ce que tout ça, effectivement, ne va pas grossir les rangs des manifestants demain pour cette manifestation de la CGT à laquelle se joindront évidemment les militants de la France Insoumise. Et que fait Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon qui devait défiler seul le 23, qui finalement décide de défiler également le 12. Et il a salué aujourd'hui sur son blog la décision de Benoît Hamon de participer à la manifestation, aux 2 manifestations contre cette réforme du Code du travail. Écoutez, regardez plutôt ce qu'il dit. Benoît Hamon a rompu la muraille du confinement politique que les chefs de la gauche, de la vieille gauche, cherchaient à dresser. Confinement politique, encore une fois, Jean-Sébastien Ferjou, on s'attache au mot dans Punchline. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il désigne là ? Il désigne, mais en même temps, il serait assez... toute une partie du Parti socialiste qui, justement, ne souhaite pas aller vers Jean-Luc Mélenchon pour différentes raisons. À la fois parce qu'ils ont quand même fait partie du gouvernement Hollande, ils ont soutenu la loi El Khomri, donc ce serait assez bizarre, en ayant soutenu la loi El Khomri, d'aller ensuite manifester contre la réforme du marché du travail d'Emmanuel Macron. Et dans le même temps, c'est aussi un Parti socialiste qui se retrouve pris en étau entre la République En Marche et la France Insoumise. Donc après, est-ce qu'effectivement, ils ont intérêt, est-ce que le rapport de force leur permet d'aller chez Jean-Luc Mélenchon ? C'est une vraie question, mais c'est une question qui se pose aussi à Benoît Hamon. Jean-Luc Manot, là-dessus ? Oui, confinement, le mot est pas si mal choisi par Jean-Luc Mélenchon. Le confinement, c'est ce qu'on fait quand il y a un ouragan, qu'on n'arrive pas à... Et c'est ce qui vient de se passer sur la gauche. On le fait aussi quand il y a un accident nucléaire avec des retombées. Il y a des retombées, elles sont extraordinairement fortes de cette séquence politique qu'on vient de voir. Donc Benoît Hamon, les socialistes, des socialistes, Canal Historique ou Canal Rénové, aujourd'hui soit dans le confinement, ça paraît une évidence. Ce qui est frappant, c'est que la ligne qui est franchie, c'est d'aller vers Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il y a encore 6 mois, la question était posée de savoir qui pourrait aller vers qui, comment ça pourrait converger pour éventuellement fusionner. Il est clair aujourd'hui que si ça doit fusionner, c'est une convergence qui ira sous l'autorité du plus fort, et le plus fort, c'est Jean-Luc Mélenchon. D'accord avec cette analyse, Daniel Simonet ? La France Insoumise a réussi au lendemain de la séquence présidentielle et législative, je pense, d'incarner l'opposition à Macron et à son monde. Et le terme même d'insoumis, maintenant, est dans... le langage courant. Le langage courant, voilà. Être insoumis, voilà, c'est une façon de s'engager, et dans un mouvement qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de carte. Voilà, un mouvement citoyen assez unique. Qui n'a pas de limite. Qui n'a pas la particularité de la marche du 23 septembre, c'est que c'est pas une marche derrière la France Insoumise. La France Insoumise a pris l'initiative de poser la date et de dire voilà, soyons très nombreux, une déferlante populaire dans la rue, prise à la Bastille, contre le coup d'État social de Macron. Bon. Mais tout le monde va pouvoir y aller avec ses propres slogans, avec ou sans drapeau. Et il y a plein de convergences qui peuvent venir. Je veux dire, vous avez par exemple plein d'associations qui sont totalement scandalisées par la fin des contrats aidés, qui vont s'y rejoindre. Vous avez vu les annonces sur le logement d'aujourd'hui à Toulouse, où M. Macron annonce qu'il veut... créer 50 000 places d'hébergement. Oui, mais c'est surtout, c'est donc très en deçà quand même des besoins, mais surtout où il annonce que finalement il va falloir casser les normes, il va falloir assouplir les normes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les normes environnementales, les normes sur les situations, sur la question de l'accessibilité universelle des personnes en situation de handicap, eh bien on va finalement à nouveau encore les fragiliser. Bon, vous avez plein de convergences, de revendications qui vont pouvoir s'exprimer. Certains parce qu'ils n'acceptent pas qu'on ait supprimé une partie des APL.
qu'on fasse des cadeaux à travers la remise de l'ISF pour les actionnaires. Vous allez voir cette convergence-là. Et puis surtout, les politiques d'austérité qui vont s'imposer et asphyxier une fois de plus les collectivités. Non, il y a un vrai danger, enfin, ce qui vient d'être dit est juste sur la démarche de Mélenchon, c'est ce qu'il veut faire. Il y a un danger, il existe politiquement, ça a toujours été un danger pour une partie de la gauche, c'est que cette chose autour de Mélenchon devienne un super syndicat. Non, cette chose, ce rassemblement. Oui, c'est un projet politique, c'est un programme, l'avenir en commun qui a été très fortement partagé. Ce que vous venez de définir, c'est exactement pas un projet politique, c'est le contraire. Vous dites d'ailleurs, on pourra venir avec sa banderole, avec son truc, pour voir ce qu'on va. Parce qu'il y a deux choses, monsieur. Si on a un appartement à louer, si on a un truc à faire, on peut venir là. Donc, c'est quand même le râteau très large. C'est une manifestation de caractère politique, mais sur la base d'un rassemblement syndical, c'est-à-dire, c'est la gauche qui renoue, et elle a sans doute dans un premier temps des raisons de renouer avec ça, avec sa fonction tribunicienne. Fonction tribunicienne, pour pas paraître pédant, c'est la fonction d'incarner une protestation. Et vous venez de dire à juste titre que ça permet à tous ceux qui sont pas contents de Macron, pas contents de rien du tout, de venir manifester. C'est parce que nous voulons fédérer les colères. Nous assumons. Oui, mais je vais vous dire une chose. Vous êtes la soupape de la cocotte minute. Je vais vous dire une chose. Nous assumons de fédérer les colères et par contre nous assumons d'avoir un programme alternatif à travers le programme L'Avenir en commun. La manifestation n'a pas lieu là-dessus, reconnaissez-le. Alors Jean-Sébastien Ferjou vont pouvoir aussi l'exprimer. Mais justement, il y aurait moins de monde. Il y a quelque chose de très important dans ce que vous venez de dire. Vous assumez de fédérer les colères et vous assumez d'avoir un programme. Mais précisément, ce sont deux choses très différentes parce que les colères, elles peuvent se retrouver ou pas dans la France insoumise. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui ne se retrouvent pas dans la politique d'Emmanuel Macron, qui ne se retrouvent pas particulièrement non plus dans Jean-Luc Mélenchon. Et tout ça, oui, mais pas seulement FN, peut-être aussi dans une droite plus conservatrice, et il y a tout ça, ou libéral, et tout ça ne fait pas une adhésion à votre projet politique. Moi, je pense que vous pouvez être menacé, mais peut-être que le talent politique de Jean-Luc Mélenchon ou de la France Insoumise vous permettra d'échapper à ce risque-là, de la même chose que ce qui s'est passé pour les frondeurs, ou dans un autre registre pour la droite hors les murs, pardon. Il y avait l'impression, qui avait l'impression que ses succès éditoriaux, ou que le fait qu'on l'entendait beaucoup, lui ouvrait la porte des futures victoires électorales. Je pense qu'il y a deux démocraties qui coexistent en parallèle. Il y a une démocratie médiatique et sondagière. Et effectivement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, vous avez plutôt gagné la bataille. De ce point de vue-là, vous êtes ceux qu'on entend le plus dans des vraies élections. Au moment où il s'agira de confier le pouvoir à des élus, je ne suis pas certain que les Français voteront pour ceux qui font le plus de bruit, mais peut-être pour ceux qui leur paraissent le plus crédibles. Et c'est là où la question du programme politique reviendra. Quand Christophe Castaner, que j'ai interviewé hier, dit la vraie violence, elle n'est pas quand on parle de fainéantise, c'est quand on appelle à l'insurrection, quand on parle de coup d'État, quand on menace. Je pense que l'on n'apaise pas la société. Évidemment, il vise Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce qu'on est face à un coup d'État social ou pas ? Est-ce que M. Macron, est-ce que vous appelez à l'insurrection ? Est-ce que vous appelez à la violence ? Alors, je n'appelle pas du tout à la violence et la France Insoumise n'appelle pas à la violence. On est extrêmement attachés aux méthodes d'ailleurs militantes non violentes. Voilà, c'est pour nous extrêmement important. Un appel déjà pour demain d'ailleurs. Exactement. On y gagne des violences contre l'hôpital Necker lors des manifs. On n'y gagne jamais à la violence. Voilà, on n'y gagne jamais. Donc vraiment pour nous, ça c'est une question extrêmement importante. Bon, mais est-ce qu'on est face à un coup d'État social ou pas ? Est-ce que M. Macron avait annoncé qu'il allait, par le biais de sa réforme du Code du travail, par le biais d'ordonnances, qu'il allait contribuer à baisser les salaires en permettant aux entreprises de négocier des accords défavorables aux accords de branche qui permettent de supprimer les primes, c'est-à-dire 20%. Il n'avait pas annoncé. Oui, il avait dit qu'il passerait par les branches. Il n'a pas joué la campagne là-dessus. Est-ce qu'il a joué la campagne en disant je vais permettre de développer la précarité ? Est-ce qu'il avait annoncé qu'il allait à la fois supprimer les accords d'un côté ? Il avait annoncé qu'il voulait réformer le marché du travail dans cette philosophie-là. Ça n'avait échappé à personne. D'abord, il n'a pas annoncé. Donc il n'avait pas annoncé véritablement la couleur aux citoyens, aux citoyennes qui ont voté pour lui. Et d'ailleurs, beaucoup sont très déçus. Ensuite, c'est un coup d'État social. Pourquoi ? Parce que la méthode même des ordonnances est une méthode qui ne permet pas un véritable débat démocratique. Ensuite, la concertation, qui n'est pas du tout une négociation, et où il a pris les organisations syndicales à part, au lieu de les mettre ensemble, sans même leur donner l'entièreté des ordonnances. Eh bien, n'est pas une méthode qui permet un débat clair, transparent dans l'ensemble de la société. Un petit mot de Jean-Luc Manot, après pour qu'on avance. La description. Tout ça pour faire une remise en cause fondamentale de l'ordre social. Parce que l'inversion de la hiérarchie des normes et la fin du principe de faveur, il met en l'air plus d'un siècle. La description, que vous faites de Macron en Chavez est une description évidemment
très excessive et que les gens qui nous écoutent... Quel rapport? Ça n'a strictement aucun rapport. Si, madame, parce que... Ah non, si, madame, Monsieur tout le temps Macron si vous me laissez parler 20 secondes, citoyenne. laissez faire un sujet, un verbe, un complément, je vais arriver à vous expliquer pourquoi je dis ça. Exprimez-vous, allez-y. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je déteste quand on utilise les mots à la place des autres. C'est-à-dire quand on dit le type de gauche il est stalinien, le type de droite est un fasciste, il n'y a pas de coup d'État. Un coup d'État c'est le moment où un pouvoir armé, mais il n'y a pas de coup d'État. Un coup d'État c'est quelque chose qui n'est pas démocratique. Or, le président il est légitime, il a une majorité, il a été élu démocratiquement après un débat qui a duré 1 an et il a dit globalement ce qu'il allait faire. Il a expliqué ce qu'il allait faire avec les ordonnances. C'est pas une surprise. Une partie du débat de la présidentielle a porté là-dessus. Vous saviez, vous c'était ce qu'il y avait dans les ordonnances? Non, elles ont été rendues publiques à la fin de l'été. Vous n'étiez pas d'accord et vous pouvez dire que vous restez en désaccord là-dessus. Mais sans doute pas que c'est un coup d'État. Parce que le jour où on sera un vrai coup d'État, vous manquerez de mots. On parle de coup d'État social. Vous manquerez de mots réellement. Un mot, Jean-Sébastien Ferjou, la mobilisation demain, qu'est-ce que vous en pensez? Elle peut être importante sur la CGT? Je pense que malgré tout, les Français, même quand ils ne sont pas fondamentalement en faveur de cette réforme-là, enregistrent le fait, et je rejoins totalement l'argumentaire qui vient d'être développé par Jean-Luc Manot, ça a été annoncé par Emmanuel Macron, donc les gens ne sont pas totalement schizophrènes, ils ne veulent pas non plus créer une ingouvernabilité du pays. Maintenant, moi je pense qu'il y a quelque chose et que les libéraux, que ce soit à droite ou que ce soit chez En Marche, feraient bien de prendre en compte, c'est qu'il y a eu une espèce d'effondrement silencieux du mur de Berlin, ou l'équivalent pour justement peut-être pas le libéralisme, mais le capitalisme financier avec la crise de 2008. Et ça, précisément, ça n'est pas suffisamment pris en compte. Il faut pouvoir défendre le point de vue des entreprises, des entrepreneurs et le distinguer du 0,1%. Parce que oui, il y a eu, et on peut être libéral et le dire, un vrai problème de creusement des inégalités. Mais tant que les libéraux n'ont pas le courage de s'attaquer à ce problème-là, ils seront vulnérables aux arguments que développe Mme Simon. Un dernier mot, Jean-Luc Manot, parce qu'il nous reste. Je ne sais pas comment ça va être demain. Il faut jamais. On se trompe toujours quand on analyse les mobilisations avant en disant il n'y aura pas, il y aura. Il y a deux choses sont certaines. Un, ce mouvement, il est légitime, il est le fait de gens qui défendent des opinions et des options. Et deuxièmement, le gouvernement doit le respecter. C'est-à-dire que demain, le commentaire de ces manifestations, c'est une analyse contradictoire. La controverse démocratique, c'est autorisé, mais sans doute pas des mots qui sont insultants. Vous attendez beaucoup de monde en un mot. Daniel Simonet, il nous reste 10 secondes. Oui, bien sûr, et on souhaite. Et je pense que toutes celles et ceux qui vont manifester dans la rue pensent qu'il y a vraiment des réformes bien différentes à mettre en place pour justement faire une politique de relance de l'activité et de renforcement des droits des salariés dans ce pays contre la précarité et le chômage. Merci à tous les trois d'être venus ce soir dans Punchline. Dans un instant, le 100 secondes d'actu avec Patrice Baffert.